Le deuxième aspect. Alors, Le deuxième aspect qui est complémentaire et en même temps qui apparaît comme étant contradictoire, c'est le souffle islamisant et islamique. est-ce qu'on peut lui appliquer la même analyse que celle du mouvement berbère? Et c'est ce que j'essaie de faire. Allez, c'est exactement vas-y. ce que je voudrais faire. C'est que si les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne qui ont insufflé le mouvement de démocratisation anti-soviétique à partir du respect de la religion, de la culture de la diversité, etc., les cataclysmes culturels qui se sont passés dans les vieilles démocraties occidentales, ça c'est un des volets que tenaient les anglo-saxons, entre parenthèses, il faut le leur signaler, il faut signaler à nos amis, c'est aussi un point d'investigation et de recherche très important, c'est que les sociétés occidentales anglo-saxonnes, aussi bien britanniques que américaines, sont très travaillées par les loges maçonniques, qui jouent un rôle très important, qui constituent des clubs de réflexion. On avait parlé du club Bilderberg, la trilatérale, etc., depuis les 1945, mais aussi il y a beaucoup d'autres boîte à idées, exactement, pour parler ainsi, et qui vont dans le sens précisément de la démocratisation, qui vont dans le sens du respect de la vieille idéologie libérale, des droits de l'homme, etc. Ça, c'était pour le monde occidental. Les gens qui ont voulu faire de la réforme culturalo-linguistique en Algérie ont été attentifs à ce mouvement-là. Et ils voyaient, ils pensaient qu'en prenant le même chemin, ils allaient, éviter à l'Algérie des cataclysmes, attirer peut-être l'attention, une attention bienfaisante de ce mouvement qui se pose comme étant un mouvement de libéralisation et de démocratisation à l'échelle mondiale. Mais les Américains ont un autre, ils ont un deuxième fer au feu. Ils ont le fer au feu islamiste, qu'ils ont mis en place pratiquement au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en particulier grâce à l'Arabie Saoudite. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Le grand linguiste Chomsky qui est passé il y a 2 jours sur Al Jazeera. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion. Non, je l'ai pas. C'est dommage. Mais je connais les thèses de Chomsky. J'ai eu la chance de le rencontrer à MIT aux États-Unis. C'est très bien ça. C'est extraordinaire. C'est un homme. Moi, j'aime les rebelles. J'aime les gens qui se rebellent contre les régimes, contre les faits accomplis. Ça, justement, il dit que pour comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui, y compris dans les turbulences de la politique américaine, c'est que la politique américaine, elle est basée, grosso modo, je résume la pensée de Chomsky, et il dit grosso modo, il y a deux bastions très forts sur lesquels s'appuie la politique étrangère de l'oncle Sam, dans la partie du Proche-Orient et la partie de l'Europe de l'Est, de l'Est, c'est ça, c'est l'État d'Israël qui sert à donner l'image d'une société démocratique, pluraliste, pluriethnique, même si elle a une consonance religieuse, mais ça correspond un peu aussi à la société américaine qui est une société particulièrement religieuse. Il dit donc, les Américains essayent de faire valoir ou de vendre l'image de l'État colonial. Il utilise le terme colonial, l'État colonial israélien comme étant le modèle de société démocratique hors du continent américain. Le deuxième aspect, il dit, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est utilisée, comme est utilisée Israël pour le monde occidental et pour la propagande pour la démocratie. L'Arabie Saoudite est utilisée dans sa lutte contre le communisme, pour la défense de la religion et pour que les pays du monde dit arabo-musulman ne soient pas tentés
par des expériences de type démocratique occidental pour qu'elles restent dans le giron, donc islamisant. Et dit il y a une coalition très très forte et le rôle grandissant de l'Arabie Saoudite explique à ce moment-là, il dit c'est un paradoxe, il dit on peut faire un parallèle, la permissivité américaine vis-à-vis d'Israël, y compris pour les questions militaires, c'est la même permissivité vis-à-vis de l'Arabie Saoudite et donc une sorte de grand discours contre le terrorisme islamiste, mais en fait il n'en est rien. Et quel est maintenant l'élément commun dans l'analyse de la... Moi, j'aime beaucoup mettre l'accent sur l'Algérie sans pour autant oublier les facteurs exogènes, n'est-ce pas? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion dans les années 80, le début des années 80, entre le mouvement berbériste et le mouvement islamiste? On voit là deux mouvements, donc le background est différent, les références sont différentes, les objectifs sont différents. Oui. Mais il y a des dénominateurs communs. Oui. Les dénominateurs communs, c'est de présenter en apparence deux polarités antagoniques qui s'affrontent, mais en fait, avec la seule finalité, c'est que ceux qui tirent les ficelles, les pouvoirs de décision sont à l'abri des turbulences. Mais à l'époque, le mouvement islamiste comme le mouvement berbériste ne s'affrontaient pas. Il n'y avait aucun problème, d'après nous. D'autant plus, nous avons des témoignages du mouvement berbériste lui-même, qui, au moment de l'incarcération des leaders du mouvement berbériste, à qui on doit reconnaître aujourd'hui, j'allais dire, le mérite d'avoir défendu un certain nombre de valeurs que nous défendons aujourd'hui, la démocratie, les droits de l'homme, contre le régime totalitaire, contre le régime dictatorial de l'époque, contre le parti unique. La même chose, eux-mêmes ils le reconnaissent, ces militants-là qui étaient en prison. Ils étaient dans les mêmes prisons que les islamistes qui étaient incarcérés, qui étaient ensemble contre le pouvoir. Contre le pouvoir. Donc il n'y avait pas de confrontation ni d'affrontement entre les islamistes dans les débuts des années 80, entre les islamistes et les berbéristes. Il y avait un ennemi éventuellement commun, qui était le pouvoir. Mais comment tu expliques, et tu ne m'as pas répondu à cette question, qu'à un moment précis de quelques 4-5 ans, il y a eu tant d'événements, j'allais dire, violents, en Algérie sous Chérif. Et tu expliques ça par quoi? Par une faiblesse du régime, par une manipulation des X, des Y, contre le régime de Boumedienne, effacer les traces de Boumedienne, et comment? On va réarticuler un facteur endogène, un terme dont nous avions parlé à l'époque de Boumedienne. À l'époque de Boumedienne, se profilait plus ou moins la cristallisation dans la deuxième partie des années 70 d'un conflit entre d'un côté l'institution militaire et de l'autre côté ce qui apparaissait comme l'ersatz de l'institution politique, c'est-à-dire le parti du FLN. La police politique. Et c'est police politique. Il y avait comme une sorte de confrontation qui font que ce qui va naître dans le parti du FLN, ce sont précisément ces segments qui vont s'opposer à Boumedienne. L'opposition à la politique de la révolution agraire à Boumedienne, l'épicentre de cette opposition était dans le FLN, il n'était pas dans l'armée. Ensuite, c'est dans le FLN que vont se cristalliser aussi toutes les tendances qui vont paradoxalement ossifier le système. Ils vont vouloir ossifier le système, c'est-à-dire le renforcer dans ses aspects dictatoriaux et peut-être même le pousser à des formes extrêmes de totalitarisme. Par exemple, ce qu'avait fait Boumedienne par le biais de la Charte nationale et par le biais de la révolution agraire, il avait permis à des gens d'entrer dans le FLN. Il y a eu une infiltration importante, un entrisme important des militants du Parti communiste algérien. Surtout les partis communistes algériens pratiquaient de l'entrisme. Les autres partis, je n'ai pas connaissant, le PRS, sans doute pas, le FFS, je ne sais pas, le FLN clandestin, je ne sais pas. Et donc,
il va se passer la chose suivante. Sous Cheikh Ibn Jdid, on voit mieux à ce moment-là ce qui était en sourdine et ce qui était en second plan dans la période de Mouloudine. C'est-à-dire, d'un côté, une armée qui va réagir en tant qu'institution, et de l'autre côté, un parti du FLN qui commence à partir du 5e congrès. Du 5e congrès, effectivement, et il commence à donner des signes plus ou moins d'ossification, d'encadrement policier et surtout de glissement de politique du niveau idéologique au niveau moral. Ce glissement de l'idéologique vers le moral est l'expression de la montée à l'intérieur du parti du FLN d'un segment islamiste important, qui ne va apparaître que beaucoup plus tard. Il va apparaître à la fin des années 80, notamment à la faveur de la crise de 89 et de 88, et l'émergence de personnalités telles qu'Abbas Madani, dont nous avons parlé tout à l'heure, etc. Qui, depuis les années 81-82, ici à Ben Aknoun, particulièrement à la cité universitaire, comme à l'université d'Alger. Bon, comment tu expliques maintenant qu'au moment où tous les regards étaient orientés vers l'Afghanistan, à travers le recrutement de djihadistes, d'islamistes à travers le monde qui devaient combattre le communisme, l'expansionnisme communiste à l'époque, avec bien sûr l'aide de l'Arabie Saoudite, du Pakistan, des services de renseignement américains, de la CIA, etc., le Yémen du Nord, etc. Comment tu expliques qu'à un moment où tout le monde était orienté vers cela, il y a en Algérie un mouvement armé, un mouvement islamiste, qui s'appelle le mouvement islamique armé. Le MIA de Bouyali déclenche une violence, une rébellion, une sédition contre le pouvoir, sachant que Bouyali était à l'intérieur du pouvoir. Il était à l'intérieur depuis... Bon, Bouyali est mort en 1987, comme on l'a dit, mais il est né en 1940. Et il a participé à la guerre de libération indirectement, il était très jeune, etc. Il a même fait partie de l'armée, etc. à un certain moment donné. Donc, comment tu expliques ce phénomène? Cela veut dire, est-ce que c'est une rébellion contre un régime considéré comme un régime traître? C'est-à-dire, les berbéristes, déjà dans les années 80, considéraient que le régime était un régime assassin. De l'autre côté, les islamistes considéraient que c'était un régime traître. L'autre régime assassin parce qu'il a matraqué, il a tué, il a emprisonné des militants. L'autre traître parce qu'il a trahi les grandes valeurs aussi bien de l'islam que de la guerre de libération nationale, c'est-à-dire de la déclaration de novembre, et particulièrement le son des chouhadas. Entre la trahison, le pouvoir traître, pouvoir assassin, c'est un dénominateur commun en fait, c'est un slogan commun entre le berbérisme et l'islamisme. Comment tu expliques cette tendance de l'islamisme, déjà de l'époque, à utiliser la violence comme un moyen de destruction du régime? C'est ce passage à l'action militaire qui est effectivement une énigme, parce que tous les indices que nous avons prospectés, que nous avons montrés, étaient externes à la logique de l'intervention militaire. Comment s'est concrétisé le passage à l'action militaire? Si nous mutatis mutandis, c'est-à-dire si nous pensons que les mêmes causes produisent les mêmes effets, si nos amis qui nous suivent se souviennent, quand on avait parlé de la formation de la première opposition armée en Kabylie, on a dit qu'il y a eu un facteur interne qui a joué, c'est la crise de confiance, c'est la crise des valeurs liées à la question de la légitimité révolutionnaire, c'est ça, mais que ça ne suffisait pas. Les idées, c'est bien, mais ça ne provoque pas un mouvement social d'envergure et surtout un mouvement militaire. Il faut un apport extérieur. Cet apport extérieur, à l'époque, on avait parlé, l'apport financier, c'était l'ancien trésor de guerre du FLN, nous en avons parlé. C'est-à-dire c'était la même stratégie du FLN 54. Exactement. Déclencher un processus. Si on a besoin en ce moment-là de l'extérieur, etc., d'une aide extérieure. Exactement. Or, dans le cas de
du mouvement berbère, du mouvement du printemps berbère de 80, le mouvement berbère a capté la source migratoire de l'immigration. Parce qu'il a un lien direct avec l'immigration. Pour le mouvement islamiste, d'où ça vient? Est-ce que ça vient de l'immigration? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Oui. Je ne le crois pas. De par la formation, le processus, le parcours, je ne le crois pas l'intérêt aussi. Non, de par aussi la faiblesse du développement du réseau de l'islam en France. À l'époque. L'islam en France dans les années 80 n'a pas l'importance qu'il a aujourd'hui. C'est différent. Donc à l'époque, la question religieuse dans la France laïque, là nous avons affaire à un État laïque, même si la religion a une place très importante. La France ne recourt pas à l'utilisation de la religion, elle recourt à l'utilisation de structures para-religieuses.